Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir débuter tranquillement. Donc, bonjour à tout le monde. Mon nom est Marc-André Maricadot. Je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Madame Céline Gélina, qui est directrice scientifique pour le RISIC. Et on est bien heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire du 26 mars 2024. Je vais vous présenter nos conférencières dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que comme chacune de nos activités, en fait, vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran pour poser vos questions à nos conférencières tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai poser vos questions à nos conférencières. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Migration et jeunes familles, défis, santé et implications pour les soins, et il nous est présenté par Mme Lisa Mary et Mme Christine Gervais. Donc, Lisa Mary est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Elle est aussi une chercheuse à l'Institut universitaire Sherpa, au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, et qui poursuit l'avancement des connaissances et le développement de meilleures pratiques en matière d'intervention de première ligne en contexte de pluriethnicité. Elle a plus de 20 ans d'expérience en recherche sur les populations migrantes, en particulier avec les femmes enceintes ou ayant accouché. Elle a aussi travaillé sur de nombreux projets pour élaborer des méthodes de recherche plus intégrées et adaptées au contexte multiculturel et à la vulnérabilité de ces femmes. Son programme de recherche actuel porte sur le bien-être psychosocial des familles migrantes durant la période périnatale et pendant la petite enfance, en utilisant une perspective transnationale. Bon, merci beaucoup, Mme Mary, d'être avec nous. Et nous avons également avec nous Mme Christine Gervais, qui est professeure au département des sciences infirmières au campus de Saint-Jérôme à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi chercheuse à l'Institut universitaire Sherpa, à l'équipe Paternité, Famille et Société et au partenariat de recherche Famille en mouvance. Ses travaux portant sur la santé des familles. Elle s'intéresse particulièrement aux relations familiales, au bien-être des enfants et à la transition migratoire. Elle possède également une expertise en développement et en évaluation de programmes. Donc, merci également à vous, Mme Gervais, d'être avec nous. Donc, je vous laisse la parole pour votre présentation et pour ma part, je vais vous retrouver à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Merci encore. Oui. Merci beaucoup, Marc-André, pour les introductions. Bienvenue encore une fois à tous et à toutes de participer à ce webinaire que nous faites aujourd'hui sur la migration et les jeunes familles. Alors, juste, excuse-moi, j'essaie d'avancer. Ça fonctionnait avant. Donc, juste un petit rappel sur les objectifs. Donc, nous avons 3 objectifs pour ce webinaire aujourd'hui. On espère que d'ici à la fin de ce webinaire, vous allez mieux comprendre c'est quoi les différents statuts, vous allez mieux comprendre les différents statuts migratoires et leur impact sur l'accès aux soins de santé et aux services sociaux. On espère aussi que vous allez accroître vos connaissances sur les défis sociaux et sanitaires auxquels sont confrontées les jeunes familles migrantes et aussi que vous allez reconnaître l'importance de prendre en compte les différents facteurs migratoires, sociaux, culturels et environnementaux lors de la planification et de la prestation des soins aux jeunes familles migrantes. Alors, tout d'abord, de qui parlons-nous lorsqu'on parle des personnes migrantes? Simplement dit, les personnes migrantes, ça fait référence à des personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada. Parmi les personnes migrantes, nous avons des personnes qui ont un statut permanent, donc des immigrants avec une résidence permanente, et aussi nous avons des personnes qui ont un statut temporaire, c'est-à-dire des résidents non permanents. Vous avez probablement entendu parler beaucoup dans les nouvelles dernièrement que dans les dernières années, le Canada et aussi le Québec accueillent de plus en plus des personnes migrantes. En 2022, le Québec a accueilli 68 700 nouveaux immigrants permanents et dans la même année, on avait aussi 346 000 résidents non permanents dans la province. Donc, non seulement que le nombre de personnes migrantes est en train d'augmenter, mais les populations migrantes représentent aussi une proportion importante de notre population. Au Québec, les immigrants permanents représentent environ 15% de la population québécoise, tandis que les résidents non permanents représentent environ 3% de notre population.
Quand on regarde la population à Montréal, les proportions sont beaucoup plus élevées. On voit que les immigrants permanents représentent environ un tiers de la population et les résidents non permanents représentent environ 8% de la population. Donc, ça veut dire qu'à Montréal, il y a au-delà de 40% de notre population qui sont des personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada. Et ces chiffres sont probablement un petit peu plus élevés parce que ces données datent quand même de quelques années. Alors, il faut noter que parmi les résidents permanents et aussi les personnes migrantes qui ont un statut temporaire, qu'il y a différentes catégories qui sont représentées. Et Christine va vous parler un petit peu plus en détail de quoi, qu'est-ce qui sont ces différentes catégories et qu'est-ce que ça implique aussi pour la santé. Mais juste pour vous dire que parmi les immigrants qui ont un statut permanent, la majorité de ces personnes sont des immigrants économiques, mais nous avons aussi des personnes qui sont parrainées et aussi des personnes réfugiées. Dans le groupe de personnes qui ont un statut temporaire, la majorité sont des travailleurs temporaires ou des aides familiaux. Mais nous avons aussi une bonne pourcentage des personnes qui sont demandeurs d'asile. Et juste faut noter que Québec, c'est la province qui reçoit le plus de demandeurs d'asile au Canada depuis les dernières années. Et nous avons aussi des étudiants internationaux. Et Christine va vous parler un petit peu plus en détail de ces catégories. Donc, merci beaucoup, Lisa, pour l'introduction. On va essayer de définir un petit peu ce que ça implique, ces différents statuts migratoires-là, autant en termes de conditions qui vont structurer la transition migratoire qu'en termes d'accès aux soins de santé une fois installés ici. Donc, on distingue habituellement deux grandes catégories d'immigrants, soit l'immigration permanente, des gens qui obtiennent une autorisation pour rester de manière définitive au pays, et puis une immigration qui est plus temporaire, donc des gens qui ont un permis de séjour avec une durée limitée, une date de départ qui est obligatoire, et puis avec ce statut temporaire-là vient un accès qui est aussi restreint à plusieurs des services de santé, services sociaux qu'on a au Québec. Donc, si on regarde un peu les migrants temporaires, qui sont-ils? Bien, on pense les visiteurs et les personnes qui sont en voyage, les touristes, mais qui avaient besoin d'un visa. Tous nos étudiants internationaux, surtout deuxième, troisième cycle, université, on en a beaucoup, baccalauréat aussi, et même dans les collèges. On peut penser aussi aux aides familiales. Donc, il y a un programme gouvernemental au niveau fédéral qui permet de faire venir des femmes qui vont agir comme aide familiale, soit avec des jeunes enfants, soit avec des personnes en perte d'autonomie pour un certain nombre d'années. On peut penser au travailleurs temporaires qu'on utilise beaucoup, notamment au Québec, dans le secteur de l'agriculture. Puis, les personnes sans statut. Donc, soit des personnes qui sont rentrées au pays de manière irrégulière, sans passer par la frontière officielle, ou soit des personnes qui avaient, par exemple, un visa de touriste ou un visa d'étudiant international qui, à la fin de leur séjour, ont décidé de rester ici malgré que leur permis était terminé et puis qui se retrouvent dans une situation un peu irrégulière sans statut officiel. Du côté de l'immigration permanente, on a les immigrants économiques qui constituent la plus grande proportion des immigrants permanents, les personnes réfugiées et les personnes parrainées. On va regarder un peu leur profil et leur parcours, en quoi ils diffèrent. Puis j'ai mis entre les deux les demandeurs d'asile, puisque c'est des personnes qui ont présentement un statut de migrant temporaire, mais qui travaillent très fort pour le régulariser et obtenir le droit de rester de manière permanente au pays. Donc, certains vont être reçus, vont être acceptés, vont devenir des immigrants permanents, mais d'autres, évidemment, vont se voir refuser leur demande et vont devoir quitter le pays. Quand on regarde les migrants temporaires, en fait, peu importe le type de migration et le statut, toutes les personnes qui arrivent au Québec ont droit à la scolarité gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, un accès à l'école publique de leur quartier. Puis, ils ont aussi accès à l'aide juridique. Si on regarde après ça, qu'est-ce qui va varier en fonction du statut migratoire? Bien, les migrants temporaires ont beaucoup moins de services qu'ils peuvent utiliser, donc notamment l'assurance maladie, qui n'est pas accessible aux migrants temporaires,
sauf certains travailleurs temporaires, là. Ça dépend des ententes, c'est un peu complexe, mais de manière générale, ils n'y ont pas accès. Les étudiants internationaux non plus. Puis ils n'ont pas accès, par contre, ils ont majoritairement accès aux garderies subventionnées. Je peux changer la diapo, Lisa. Donc, si on regarde un peu en termes de parcours, ce qui implique ces différents statuts-là, on va commencer par les immigrants économiques comme c'est les plus nombreux. Donc, typiquement, les migrants économiques, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui ont une certaine expertise de travail, qui ont certaines ressources financières et qui, dans leur pays, formulent un projet migratoire, donc décident de changer de pays, choisissent le Québec ou le Canada en raison de, ça peut être plusieurs motivations, mais généralement, on va retrouver la recherche de meilleures opportunités d'emploi, d'une meilleure scolarité pour pour leurs enfants. Certains vont aussi rechercher certaines caractéristiques culturelles, une plus grande ouverture d'esprit, par exemple. Donc, ces personnes-là vont monter un dossier d'immigration qu'ils vont déposer à l'ambassade canadienne de leur pays. Cette demande-là va être évaluée par le gouvernement du Canada et celui du Québec. Donc, on va regarder justement leur scolarité, leur expérience de travail, leur maîtrise du français, ainsi que certaines caractéristiques familiales et leur âge. Donc, typiquement, c'est des personnes au début de l'âge adulte. Beaucoup arrivent avec des jeunes enfants ou en couple avec l'intention de fonder une famille une fois arrivés ici. Puis on va regarder évidemment en termes de scolarité puis d'expérience professionnelle, est-ce que c'est compatible avec les besoins de main-d'œuvre qu'on a ici au pays. Donc, une fois que le dossier a été évalué, si c'est positif, bien, la personne est avisée qu'elle a été acceptée comme immigrante. Donc, elle va avoir le temps de vendre ses possessions dans son pays, par exemple, de terminer ses contrats de travail, de faire une fête d'au revoir, vraiment de préparer cette transition-là. Et ensuite, elle s'en vient ici au Québec, où elle va avoir accès aux mêmes droits et services que les résidents réguliers. Puis, elle va pouvoir faire une demande de citoyenneté canadienne 3 ans plus tard, qui généralement est acceptée sans problème. Par contre, malgré ce parcours qui a l'air assez linéaire, il y a quand même certains défis à l'installation. Donc, souvent, en arrivant ici, ils vont constater que leur expérience ou leur diplôme ne sont pas nécessairement reconnus. Ils vont avoir de la difficulté à se trouver un emploi dans leur domaine. Il y a toute une réorganisation familiale qui doit se faire suite à l'immigration, notamment en raison des normes culturelles qui sont différentes, des rôles familiaux qui sont aussi différents. Puis, il y a tout le défi de maintenir des liens avec la famille, l'entourage resté au pays d'origine. Donc, tu peux changer de diapo. Si on regarde maintenant les personnes réfugiées, qui sont la deuxième catégorie de la migration permanente, c'est important de comprendre que pour être une personne réfugiée, on doit répondre à certains critères qui sont très bien définis. Donc, une personne réfugiée doit craindre pour sa vie ou sa sécurité et doit pouvoir le démontrer en raison de 5 raisons principales. Donc, ça doit être soit pour sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe ou ses opinions politiques. Donc, une personne, par exemple, qui vivrait dans l'extrême pauvreté ou qui aurait vécu une catastrophe climatique n'est pas admissible présentement à un statut de réfugié. C'est vraiment les 5 seuls motifs qu'on peut considérer. Donc, typiquement, une personne réfugiée va être confrontée soit à un conflit armé, soit un changement de régime politique dans son pays qui va la mettre en danger. Elle va quitter pour aller vers un pays de transit, typiquement dans un camp de réfugiés, où elle va faire une demande pour obtenir un statut de réfugié. Donc, dans cette demande-là, elle doit démontrer en quoi sa survie ou sa sécurité est menacée et qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Le Haut Commissariat aux réfugiés va évaluer la demande et va s'occuper de coordonner le déplacement des réfugiés. Donc, c'est important de comprendre qu'une personne réfugiée ne peut pas choisir le pays dans lequel elle va aller. Si elle a de la famille proche, ça peut compter dans l'évaluation qui va être faite, mais c'est vraiment le Haut Commissariat qui va pairer les capacités des pays à accueillir des réfugiés et les demandes des réfugiés pour finalement distribuer les réfugiés entre des pays qui sont prêts à en accueillir. C'est assez long, ça peut prendre à peu près 3 ans pour évaluer une demande pour obtenir un statut de réfugié et ensuite la personne ou la famille
va arriver dans le pays d'accueil et puis elle va avoir accès aux mêmes droits et services que les citoyens canadiens et elle va pouvoir demander sa résidence, elle aussi, au bout de 3 ans. Si on regarde maintenant les demandeurs d'asile, qui est une autre catégorie, en fait, les demandeurs d'asile sont aussi des personnes, tu peux changer les accueils, qui ont été persécutés dans leur pays d'origine ou qui ont vécu des grands dangers. Par contre, plutôt que de se rendre dans un pays limitrophe pour faire une demande de réfugié, ils vont décider par eux-mêmes de faire le voyage migratoire, souvent dans des conditions très dangereuses. On peut penser à la traversée du désert, par contre, par exemple, dans le sud des États-Unis, la traversée de la Méditerranée dans des bateau vraiment pas sécuritaire. Donc, et elle va arriver dans le pays qu'elle souhaite rejoindre. Et là, une fois à la frontière, va déposer une demande d'asile. Celle-ci va être évaluée, donc, selon les mêmes critères pour voir est-ce que la personne répond aux critères du statut de réfugié. Environ 50% des demandes vont être acceptées. Donc, la personne va recevoir un statut de réfugié et va pouvoir rester au Canada. Mais environ 50% des demandes vont aussi être refusées et les gens vont être retournés dans leur pays d'origine à la fin du processus d'évaluation. Ça prend ici aussi encore présentement un peu plus de 3 ans entre la date du dépôt d'une demande d'asile et la réponse officielle. Donc, c'est une période pendant laquelle les familles se retrouvent vraiment dans une grande, grande incertitude à ne pas savoir si elles doivent investir, s'installer vraiment, ou si elles vont être contraintes de quitter à la fin du processus d'évaluation. Donc, autant les réfugiés que les demandeurs d'asile quittent leur pays dans des conditions qui sont habituellement catastrophiques. Donc, ils n'ont pas le temps de vendre leurs possessions. Souvent, ils partent avec très peu de documents officiels. Donc, même prouver leur identité va être difficile. Donc, imaginez les diplômes, les formations qu'ils peuvent avoir faites. Souvent, ils n'ont pas nécessairement ces documents-là avec eux, ce qui va complexifier leur parcours. Ils ont été confrontés, évidemment, dans la majorité des cas, à des événements traumatiques, à de la violence, des assassinats, des enlèvements. Pendant le voyage, particulièrement les demandeurs d'asile vont être confrontés avec le froid, la faim, des agressions. Donc, ils arrivent au Canada avec de multiples stresseurs qu'ils ont emmagasinés au cours de cette transition-là, qui évidemment vont avoir des conséquences sur leur santé. Les demandeurs d'asile, en termes d'accès aux soins, ont maintenant accès aux soins de santé, en fait. Par contre, ils n'ont pas la carte de la RAMQ, c'est un programme fédéral qui va payer pour leurs soins de santé. Souvent, c'est un détail qui est méconnu par les intervenants ou les organisations de santé, ce qui fait on va leur refuser l'accès aux soins puisqu'ils n'ont pas de carte soleil, alors qu'ils sont tout à fait admissibles. Donc, c'est important à savoir. Ils ont accès à de la francisation. Par contre, ils n'ont pas accès aux allocations. Ils n'ont pas accès aux allocations aux enfants, ni aux logements sociaux et ni aux services de garde subventionnés. D'ailleurs, ça a été discuté récemment aux nouvelles. Ils ont intenté une poursuite judiciaire pour avoir accès, mais présentement, c'est encore en appel. Ils n'ont pas accès non plus ni à l'éducation aux adultes, ni aux études postsecondaires. Donc, évidemment, ces conditions de vie-là affectent autant leur santé physique que leur santé mentale. Donc, on peut penser justement au stress qui est associé aux conditions d'adversité qu'ils ont rencontrées au cours du voyage ou au moment de leur départ, qui peuvent provoquer et entretenir des traumatismes qui sont nuisibles à la santé. On peut penser aussi aux pertes associées à la rupture avec leur pays d'origine, qui peuvent engendrer des deuils complexes ou très longs, un isolement. L'incertitude quant à l'acceptation ou non du statut de réfugié pour les demandeurs d'asile, qui va vraiment être un enjeu majeur dans leur processus d'intégration et d'établissement. Puis finalement, l'accès qui est souvent difficile, dans certains contextes impossible à plusieurs services de santé et sociaux, peut aussi compromettre leur santé. Alors, tantôt, j'avais mentionné que les populations migrantes représentent une proportion importante de la population québécoise. Lorsqu'on regarde les jeunes familles, on remarque aussi que les familles migrantes sont fortement représentées chez cette population.
Quand on parle des jeunes familles, je réfère à des familles qui sont dans le contexte périnatal, ça veut dire des familles qui sont enceintes ou qui sont dans la période postpartum, et aussi des familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans, donc les enfants des familles qui sont dans la période de la petite enfance. Alors, lorsqu'on regarde les enfants de 0 à 5 ans, on note que parmi ces enfants, à peu près 2% de ces enfants sont nés à l'extérieur du Canada, au Québec. Ce qui est pour les enfants de 0 à 5 ans à Montréal, on voit que les enfants nés à l'extérieur du Canada représentent 6% de cette population. Ce qui est pour les naissances, on remarque que 33% de les naissances au Québec ont au moins un parent né à l'étranger, ça veut dire ont au moins un parent migrant, mais on voit que les proportions sont beaucoup plus élevées quand on regarde les naissances à Montréal, où 68% de les naissances ont au moins un parent né à l'étranger. Donc, ça veut dire que si vous prodiguez des soins à des jeunes familles, que ce soit dans le contexte périnatal ou que ce soit dans la période de la petite enfance, il y a des fortes chances que vous allez rencontrer des familles migrantes. Alors, Christine a fait vraiment un résumé de les différents enjeux quant à l'accès aux soins et aussi par rapport aux impacts que les différentes trajectoires migratoires peuvent avoir sur la santé des personnes migrantes. Mais maintenant, j'aimerais vous présenter quelques données qui démontrent les défis et les enjeux sanitaires auxquels les parents migrants font face, surtout dans le contexte périnatal et la période de la petite enfance. Alors, premièrement, on remarque que ces familles, les jeunes familles migrantes, font face vraiment à des défis quant à l'accès aux soins. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des données sur les suivis prénataux. C'est des données qui datent quand même depuis quelques années et je crois que la situation s'est améliorée un peu dernièrement à cause qu'il y a un système qui a été mis en place justement pour faciliter la prise en charge des demandeuses d'asile qui arrivent enceintes. Mais ça reste qu'on voit très bien que cette étude qui a été menée auprès des femmes dans le contexte périnatal ici à Montréal, que les femmes réfugiées demandeuses d'asile sont plus susceptibles à vivre des retards dans leurs accès aux soins prénataux, comparativement à des femmes avec un statut immigrante économique ou des femmes parrainées. 11%, c'est quand même un pourcentage important qui ont vécu un retard dans les suivis prénataux, mais cette donnée est quand même comparable aux données que nous avons pour la population en général sur les suivis prénataux tardifs. On voit aussi que les femmes migrantes enceintes font face aussi à des obstacles pour recevoir d'autres soins et services durant la grossesse. Alors, ce sont des données de la même étude et on remarque qu'environ un quart des femmes immigrantes économiques ou parrainées et une tiers de les femmes réfugiées demandeuses d'asile ont rapporté de ne pas recevoir certains soins ou services, par exemple, accès à des cours prénataux ou des services sociaux durant la grossesse en raison d'obstacles. Et la raison principalement qui était donnée pour avoir à ne pas recevoir ces services, c'était un manque de temps. Nous savons que beaucoup de personnes migrantes sont souvent plus préoccupées à leur réinstallation au lieu d'aller rechercher des soins. Donc, c'est peut-être pour cette raison que ces femmes ont manqué de temps. Mais la deuxième raison qui avait été donnée pour avoir à ne pas recevoir des soins et certains services durant la grossesse, c'était que les femmes ne savaient pas que les services étaient disponibles. Une autre problématique auquel les femmes migrantes font face durant la grossesse, c'est le manque d'information. Alors, on voit ici que la majorité des femmes, que ce soit des femmes immigrantes économiques parrainées ou des femmes réfugiées demandeuses d'asile, ils ont rapporté qu'elles auraient aimé recevoir plus d'informations sur un ou plusieurs sujets pendant la grossesse. Et les sujets auxquels elles auraient aimé avoir plus d'informations, entre autres, c'était plus d'informations sur la grossesse, par exemple la nutrition, les soins, les changements en lien avec leur corps,
Elles auraient aimé aussi recevoir plus d'informations à quoi s'attendre durant le travail et l'accouchement. Et elles auraient aussi aimé avoir plus d'informations sur le développement et la santé du bébé. Les problèmes de communication, c'est aussi une problématique qui est rencontrée par les femmes enceintes durant les soins périnataux. Par contre, ce n'est pas un problème qui est unique au contexte de maternité. Je pense que c'est très connu que les populations migrantes en général ont des problèmes de communication, surtout des barrières linguistiques durant la prestation des soins. Mais ce qu'on trouve intéressant ici, c'est qu'on voit vraiment la gradation au niveau des problématiques avec la communication, vraiment selon le statut immigratoire. Donc, les femmes réfugiées et demandeuses d'asile qui sont plus susceptibles à ne pas parler le français ou anglais sont plus susceptibles à rapporter qu'elles auraient mieux compris les informations si elles avaient été fournies dans une autre langue. Une autre problématique qui est rencontrée par les jeunes familles migrantes, ce sont les soins qui sont précipités. Ça, c'est un problème que je crois qui n'est pas unique dans le contexte de maternité et c'est non plus pas une problématique qui est unique aux populations migrantes. Je pense que souvent les familles, les personnes en général, sentent que les professionnels de santé sont un petit peu trop pressés. Par contre, on peut comprendre que cette problématique devient un petit peu plus importante lorsque c'est combiné avec des problèmes de communication ou avec des délais dans les accès aux soins de santé. Ce qui est intéressant avec ces données, c'est qu'on remarque que les tendances, c'est le contraire de les tendances que je viens juste de vous montrer avec les autres données. Ça veut dire que les femmes réfugiées et les demandeuses d'asile qui sont plus susceptibles à rencontrer des obstacles sont moins susceptibles à rapporter qu'elles se sentent que les professionnels de la santé sont pressés. Et ceci pourrait peut-être être expliqué comme à cause que les personnes réfugiées, les demandeuses d'asile, peut-être sont en train de faire des comparaisons avec les soins qu'elles ont reçus dans leur pays d'origine ou durant la trajectoire migratoire. Puis comme Christine a expliqué, souvent ces personnes, ils partent de leur pays dans une situation catastrophe. Donc on voit que peut-être les comparaisons font en sorte que ils voient que les soins de santé ici sont plus favorables. Puis un dernier point sur l'accès aux soins. Comme Christine a déjà mentionné, les demandeurs d'asile, un des défis qu'ils ont par rapport à l'accès aux soins, c'est le non-reconnaissance de leur assurance maladie. Donc, voici un exemple, c'est une demandeuse d'asile, c'est une participante qui a participé dans une étude qui portait sur les expériences de réinstallation ici au Québec, puis elle explique comment elle s'est fait tourner de bord parce que l'établissement n'a pas accepté son assurance maladie. Donc, elle explique, à mon arrivée là-bas, on m'a dit la carte d'assurance maladie. J'ai dit non, je n'ai pas encore la carte d'assurance maladie. On m'a demandé de payer de ma poche et puis le gouvernement va me rembourser. Je disais non, je n'ai pas d'argent. Je disais c'est l'hôpital qui m'a envoyé ici. On me disait, Madame, retournez à l'hôpital. Donc, on voit comment ces personnes peuvent être un peu perdues dans le système et est un peu envoyé un peu partout pour essayer de recevoir des soins. Alors, bref, on voit que les jeunes familles migrantes font face à des obstacles importants quant à l'accès aux soins et que c'est surtout les familles réfugiées et demandeuses d'asile qui sont plus vulnérables à vivre ces obstacles. Et évidemment, ces obstacles peuvent avoir des effets importants sur la santé et le bien-être de ces familles. Les familles font face aussi à des défis psychosociaux sanitaires assez importants. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des données qui portent sur des défis psychosociaux et sanitaires des mères migrantes dans le contexte périnatal. Ce sont des données d'une étude qui a été menée que ça fait quand même quelques années. Qui portait sur la santé et l'accès aux soins des femmes migrantes ici à Montréal et aussi à Toronto. Mais je crois que ce qu'on remarque ici avec les résultats sont toujours pertinents au niveau des tendances qu'on voit. Donc, on voit bien que les femmes migrantes, n'importe le statut, sont plus susceptibles à avoir un faible revenu comparativement à des femmes canadiennes d'origine.
On voit aussi que les femmes réfugiées demandeuses d'asile sont plus susceptibles comparativement à d'autres femmes immigrantes et les femmes canadiennes d'origine de rapporter qu'elles ne vivent pas avec un partenaire. On voit que les femmes migrantes, n'importe le statut, qu'il y a des proportions importantes qui n'ont pas de famille du tout ici au Canada. On voit que les femmes migrantes, comparativement à des femmes canadiennes d'origine, sont plus susceptibles à rapporter qu'elles ont un soutien social limité durant le contexte périnatal, comparativement à des femmes canadiennes d'origine. Et on voit aussi que les femmes migrantes, surtout les femmes demandeuses d'asile et les femmes réfugiées, sont à risque d'avoir des symptômes de dépression à 4 mois postpartum comparativement à des femmes canadiennes d'origine. On voit aussi que les jeunes familles migrantes vivent aussi des défis psychosociaux et sanitaires durant la période de la petite enfance. Ce que je vous montre ici, ce sont des données d'une étude qui est toujours en cours. C'est un projet que moi et Christine sommes chercheurs. C'est une étude qui porte sur la santé, le transnationalisme et le bien-être des parents qui ont des jeunes enfants. Donc, on est en train de recueillir des données auprès des mères et des pères migrants, ici à Montréal, à Hamilton, en Ontario, et aussi à Edmonton. Et ce qu'on remarque dans ces données préliminaires, c'est que n'importe le statut migratoire, les parents vivent quand même un certain stress en lien avec leur rôle parental. Donc, on voit qu'un tiers des parents se sent dépassé par la responsabilité d'être parent. On voit que 10 à 17% ressentent que la principale source de stress dans leur vie est leur enfant. Et un quart à un tiers des parents se sentent tendus et anxieux en lien avec le rôle des parents. Et quand on a demandé la question par rapport à leurs sentiments au niveau de la capacité à s'occuper de leur enfant, si ça répond à leurs attentes, il y a environ 60% des parents migrants qui étaient d'accord avec cette déclaration. Ça veut dire qu'il y a environ 40% des parents migrants qui se sont soit moyennement d'accord ou pas d'accord du tout que leur capacité à s'occuper de leur enfant réponde à leurs attentes. On voit aussi que les parents migrants sont aussi touchés au niveau de la santé mentale durant la période de la petite enfance. Sauf qu'on voit que c'est surtout les parents réfugiés et demandeurs d'asile. Donc, par exemple, sont plus susceptibles à reporter des sentiments de solitude comparativement à d'autres parents immigrants. Donc, à se sentir seuls, à se sentir qu'il n'y a personne vers qui ils peuvent tourner et de sentir que ces gens sont autour d'eux, mais qu'ils ne sont pas avec eux. Les parents réfugiés et demandeurs d'asile sont aussi plus susceptibles à rapporter qu'il n'y a pas de personnes sur qui ils peuvent compter pour les aider en cas de réel besoin. Les symptômes de dépression semblent aussi persister durant la période de la petite enfance, surtout pour les parents réfugiés et demandeurs d'asile. On voit ici que c'est les réfugiés et les demandeurs d'asile qui sont plus susceptibles à se sentir déprimés, de sentir que leur vie est un échec, de sentir triste et d'avoir des crises de larmes. Et enfin, quand on avait demandé c'est quoi leur perception de leur santé, on retrouve aussi que les réfugiés et les demandeurs d'asile sont moins susceptibles à rapporter que leur santé en général est excellente ou très bien. Donc, pour résumer, on voit qu'il y a certaines familles, des jeunes familles migrantes qui vivent vraiment dans des contextes sociaux difficiles. Ça veut dire un manque de soutien, un manque de leurs membres de famille ici au Canada et aussi des contextes de pauvreté. Et c'est surtout que les familles et réfugiés et demandeuses d'asile qui sont vulnérables à vivre ces contextes difficiles. On voit aussi que le stress parental est quand même assez important et ceci, c'est n'importe le statut migratoire. Et on voit aussi que la santé mentale et le bien-être est touché, surtout chez les parents réfugiés et demandeurs d'asile durant la période de la petite enfance.
Christine? Si on considère maintenant les enjeux spécifiques aux enfants, puis là, je vous présente ici des informations qui sont liées à la petite enfance ou le début de l'âge scolaire. Donc, je me suis limitée, j'ai exclu tout ce qui est adolescence parce que c'est des enjeux qui sont quand même différents. Euh, J'aime bien ce modèle qui a été développé par l'hôpital de Boston, pardon, qui synthétise les principaux stresseurs qu'on devrait évaluer ou auxquels on devrait porter attention comme soignant quand on intervient auprès d'une famille qui est en contexte d'immigration. Alors, commencer peut-être par le processus d'installation, d'intégration. Donc, c'est important de poser des questions, regarder justement c'est quoi le statut migratoire de la famille, est-ce que leur situation est régularisée ou non, ils sont encore sans statut. Ça va nous donner des informations sur justement c'est quoi l'accès qu'ils ont aux soins de santé, où on peut les référer. Ça va aussi, c'est important de considérer aussi, est-ce que la famille est en mesure de répondre aux besoins de base des enfants? On sait que le composer avec la pauvreté, c'est un enjeu qui est particulièrement présent chez les familles immigrantes. Donc, en 2018, il y a une étude qui a démontré en Europe que 44 des jeunes qui étaient nés à l'extérieur de l'Europe étaient dans une situation de pauvreté contre 25 des jeunes nés en Europe. Donc, c'est à peu près une proportion de 1 pour 2, les enfants immigrants étant 2 fois plus touchés par la pauvreté que les enfants non immigrants. C'est des chiffres similaires qu'on a au Canada. Alors, première grande catégorie de stresseurs à considérer. Le deuxième, ça va être tout ce qui est la question d'isolement. Donc, on va s'intéresser, est-ce que l'enfant est victime de discrimination, de biais, d'exclusion de certains services? On va aussi regarder c'est quoi le réseau de soutien qui est disponible, autant formel qu'informel autour de l'enfant. Lisa vient de l'illustrer d'une manière assez complète à quel point justement la solitude, puis le manque de soutien social peut être un enjeu suite à l'immigration. Il y a toute la question des traumas, donc dépendant du parcours migratoire, des conditions dans lesquelles la famille a fait la transition, l'enfant peut composer avec des manifestations, des symptômes de traumatisme qui peuvent affecter justement sa capacité à réguler ses émotions, l'évaluation de son environnement qu'il va faire et aussi sa capacité à repérer et à utiliser le soutien social qui est disponible autour de lui. Puis finalement, là, la dernière grande catégorie de stresseurs chez les enfants qu'on reconnaît, c'est tout ce qui sont les stress d'acculturation. Donc, ce que ça implique pour l'enfant de constamment naviguer entre une culture, des attentes, des pratiques euh, à la maison qui sont différentes de celles qu'il va rencontrer, par exemple, à la garderie, à l'école, quand il fait du sport. Donc, cette négociation-là que l'enfant fait pour être en mesure d'interagir d'une façon qui est adéquate dans les différents univers culturels avec lesquels ils composent, c'est quelque chose qui est très exigeant et qui peut contribuer à certains problèmes de santé ou du moins définitivement au stress que ces enfants-là vivent. Donc, dans la culturation, on va inclure justement la maîtrise, la connaissance du langage. Souvent, les enfants vont apprendre plus rapidement la langue du pays d'accueil, le français dans notre cas. Ils vont se retrouver à être traducteurs pour leurs parents, ce qui va changer un peu les rôles au sein de la famille. Donc, ça leur donne un pouvoir de plus qu'ils n'avaient pas avant. Puis ça peut modifier les dynamiques. Ça vient aussi avec des responsabilités qui peuvent être assez lourdes pour les enfants, cette responsabilité-là de traduire puis d'aider leurs parents avec les démarches administratives. Ça peut être aussi toute la redéfinition des normes et des attentes que la société a envers leurs parents. Donc, il va faire que certains parents immigrants hésitent à intervenir auprès de leurs enfants. Ils se sentent déboussolés ou eux-mêmes composent avec des traumas importants, donc sont moins disponibles pour entourer leur enfant d'une manière bienveillante et présente. Alors, c'est un petit peu un topo des stresseurs qu'on devrait considérer quand on rencontre des enfants immigrants, peu importe le contexte de soins. Ceci dit, malgré ces stresseurs-là, il y a un paradoxe de l'immigration qui a été documenté dans plusieurs études. Le paradoxe de l'immigration, tu peux changer de diapo, Lisa, il démontre que malgré l'ensemble de ces stresseurs-là, malgré les parcours souvent difficiles,
des personnes immigrantes, les personnes immigrantes et particulièrement les enfants ont généralement des meilleurs indicateurs de santé et des meilleurs indicateurs de développement que les personnes non immigrantes. Donc, ça a été documenté au Canada de manière assez consistante. Par contre, cet avantage-là, il va tendre à diminuer avec le temps. Donc, autant plus longtemps que ça fait que l'enfant est au Canada, moins il va avoir cet avantage migratoire-là sur sa santé. Et au fil des générations aussi, on va le voir disparaître au fur et à mesure. Donc, on sait notamment que le paradoxe de l'immigration s'applique sur les problèmes de comportement, les habiletés socio-émotionnelles. Donc, les enfants qui sont nés à l'extérieur du pays et qui ont immigré récemment ont généralement justement un meilleur sens de l'initiative, un meilleur contrôle d'eux-mêmes, des relations d'attachement qui sont sécurisées, puis une faible proportion de problèmes comportementaux, plus faibles que les enfants canadiens. Ils ont aussi moins de problèmes internalisés, meilleurs indicateurs de réussite académique et scolaire et des meilleures habitudes de vie, autant au niveau de l'exercice physique, la consommation de fruits et légumes que la consommation d'alcool et de drogue, le plus rendu à l'adolescence. Donc, comment on explique ce paradoxe-là? Principalement par le fait que la majorité des immigrants qui arrivent au pays, on les a choisis. Donc, si vous vous rappelez, comme immigrants économiques, on a évalué leurs habiletés, leur formation. Donc, c'est des gens qui sont instruits, c'est des gens qui ont des ressources financières, c'est aussi des gens qui ont habituellement beaucoup d'initiatives, de volonté, qui sont prêts à refaire leur vie au complet à l'autre bout du monde, ce qui exige beaucoup de résilience. Donc, c'est comme ça qu'on explique ces avantages-là qu'on perçoit ou qu'on peut observer chez les enfants immigrants. Finalement, peut-être dernier petit élément de considération par rapport aux défis et enjeux sanitaires chez les enfants immigrants. Tu peux changer la diapo, Lisa. Le premier, c'est la méfiance envers les professionnels de la santé puis les intervenants. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Majoritairement, ou du moins très fréquemment, ces enfants-là vont soit avoir vécu des expériences négatives au cours du voyage migratoire, soit justement, ils se sont déjà présentés avec leurs parents, ils se sont fait refuser des soins de santé, soit ils ont vécu de la discrimination à l'école, ce qui fait qu'ils vont souvent être assez réticents à solliciter l'aide des adultes, des intervenants, puis être un peu incertains de quelle façon ils vont être aidés parce que ça va vraiment leur convenir ou être positif pour eux. Il y a aussi les enjeux de santé mentale qui sont à considérer de manière prioritaire. Donc, souvent, on va penser, en fait, spontanément, on pense que c'est les enfants réfugiés et demandeurs d'asile qui vont être affectés par des troubles de stress post-traumatique, mais pas seulement. Donc, il y a une étude encore là récente en Europe qui a identifié qu'il y a quand même 32% des jeunes immigrants avec un statut d'immigration économique qui présentent aussi des symptômes de stress post-traumatique importants, alors que ce serait environ 45% chez les enfants réfugiés et demandeurs d'asile. Donc, on voit que c'est plus, mais il reste que c'est un phénomène important chez tous les enfants immigrants. C'est important de garder en tête que pour les plus jeunes, des symptômes comme des problèmes au niveau de l'alimentation, du sommeil, de l'hygiène, ça peut être des manifestations de stress psychologique importants. Donc, des fois, il faut élargir un peu notre évaluation. Pour les plus vieux, il faut s'intéresser à l'engagement scolaire, notamment aux relations avec les pairs aussi, qui peuvent être des indicateurs importants. Il y a davantage de retards développementaux chez les enfants immigrants, plus de diagnostics du trouble du spectre de l'autisme aussi. On pense que c'est une conséquence notamment des stresseurs vécus au cours de la transition migratoire. Il y a des enjeux au niveau de l'intégration sociale et scolaire. Donc, plusieurs enfants vont arriver soit en maîtrisant pas vraiment le français, soit avec des interruptions fréquentes ou longues de leur parcours scolaire, ce qui fait que ça va être difficile leur intégration dans notre système à nous. Puis finalement, il y a aussi des enjeux au niveau de la malnutrition. Ça, ça peut sembler paradoxal, mais il y a autant des enjeux de malnutrition les premières années suite à l'arrivée que plus le temps passe, plus on va plutôt voir des problèmes de surpoids chez ces enfants en raison des difficultés financières qui amènent les familles à faire des choix qui, en gros, ne sont pas santé à prioriser de la malbouffe pour nourrir leurs enfants. Ça fait que les enfants vont développer du surpoids après quelques années.
Puis finalement, il y a la couverture vaccinale qui est souvent incomplète au moment où les enfants arrivent, donc un autre élément à considérer. Alors, pour terminer la présentation, j'aimerais juste discuter de quelques considérations pour les soins. Des fois, ça marche, des fois, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a une revue qui a été faite pour évaluer c'est quoi les souhaits des femmes migrantes pour les soins de maternité. Et les résultats, je crois, démontrent que ce qu'elle veut, c'est généralement qu'est-ce que tout le monde veut avoir dans les soins, que ce soit une personne migrante ou que ce soit dans un autre contexte de soins. Donc, ce qui a été remarqué dans cette revue, c'est que les personnes migrantes, les femmes migrantes, aimeraient que les intervenants aient un souci pour leurs besoins individuels. Elles aimeraient que les intervenants offrent un soutien et puis qu'ils soient bienveillants, que les soignants soient respectueux et compréhensifs, qu'elles ne soient pas stéréotypées. Elles aimeraient recevoir des informations adéquates sur les options de soins. Elles aimeraient que les intervenants soient plus sensibles aux différences culturelles. Elles aimeraient participer aux décisions. Elles aimeraient avoir des bonnes informations et des explications, surtout sur la manière dont les soins sont dispensés et aussi sur les différents services qui sont disponibles. Elles aimeraient avoir plus de conseils sur les soins personnels et familiaux pour qu'elles puissent gérer leur propre santé. Elles aimeraient avoir du temps suffisant et avoir l'occasion de poser des questions aux intervenants et aimeraient de recevoir des informations qu'elles peuvent comprendre. Donc, pour réussir à répondre à ces souhaits, je pense qu'on a bien vu l'importance de se renseigner sur les familles, surtout sur le statut d'immigration. On voit comment le statut d'immigration peut avoir un impact sur l'accès aux soins, mais aussi au niveau des différents enjeux sanitaires. Il faut aussi se renseigner sur les situations sociales qui peuvent avoir un effet aux accès aux ressources et aussi au niveau d'accès au soutien. C'est important d'offrir un soutien pour aider les personnes à naviguer dans le système de la santé. On a bien vu l'exemple comment une personne demandeur d'asile, par exemple, peut se faire perdue dans le système à cause qu'il y a un manque de compréhension au niveau de leurs assurances maladie. En lien avec ça, je pense que c'est important de défendre les droits d'accès aux soins, que ce soit pour des demandeurs d'asile et aussi pour d'autres personnes immigrants qui essaient d'avoir accès à des soins. Et évidemment, c'est important de référer aux ressources qui vont répondre aux besoins psychosociaux et aussi aux besoins en lien avec la santé mentale. Et c'est peut-être un peu évident, mais je pense que c'est quand même important à souligner qu'il faut demander des questions afin de savoir c'est quoi les préférences des personnes. On devrait les inclure dans la prise des décisions, prendre le temps pour expliquer, fournir des services qui sont offerts dans la langue, faire un recours à l'interprète quand c'est nécessaire, évaluer le niveau de compréhension pour assurer que les informations qu'on offre sont vraiment bien comprises pour qu'ils peuvent être utiles aux familles, être à l'écoute, témoigner de la compassion et de l'empathie et offrir un milieu accueillant et sécurisant. Donc, je crois qu'en général, c'est toutes des choses qu'on apprend comme professionnel de la santé à faire, mais on voit que c'est vraiment les choses auxquelles les familles ont besoin afin d'avoir des soins qui répondent à leurs besoins. Puis, voici quelques trucs qui pourraient vous aider pour communiquer sur la culture. Je pense que ce sont des questions qui peuvent être utiles avec n'importe quelle personne et c'est des questions qui peuvent être utiles non seulement dans un contexte de maternité, ce sont des questions que j'avais prises de les lignes directrices nationales sur les soins de maternité, mais vous voyez que ce sont des questions assez simples qui peuvent être utilisées pour pouvoir mieux comprendre c'est quoi les besoins et les préférences des familles. Par exemple, de demander qu'est-ce qu'ils font pour demeurer en santé, est-ce qu'ils ont des croyances quant à leurs soins, est-ce qu'il existe des remèdes maison auxquels ils aimeraient avoir recours, que ce soit dans n'importe quel contexte de santé, et qui est-ce qu'ils aimeraient avoir participé aux décisions. Et pour terminer, je pense que
en offrir un soutien aux familles, aux parents migrantes. On va aussi renforcer les facteurs et favoriser la résilience des jeunes, parce qu'on voit très bien que si on offre un meilleur soutien familial, si on favorise le soutien familial, si on offre des soins qui vont renforcer l'environnement auquel les enfants, dans lequel ils vivent, si on offre un soutien pour les croyances et les pratiques culturelles, ça va aussi aider dans le développement d'une identité culturelle plus positive. Et si on offre un soutien par rapport au soutien et accès aux ressources, ça va aussi offrir un meilleur réseau de soutien pour les enfants et ça va aussi donner l'accès à d'autres ressources qui pourraient les aider à renforcer leur résilience. Et je vais terminer ici, mais juste peut-être avant que on va aux questions, si je peux me permettre de juste faire une petite promotion. S'il y en a entre vous qui s'intéressent beaucoup sur les questions d'immigration, l'Institut universitaire Chapra va avoir un colloque au mois d'avril et la date pour s'inscrire, la date limite, c'est demain. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être le 16 et 17 avril et on vous encourage de participer en gros nombre. Ça va être très intéressant. Ça porte sur l'immigration et les immigrants masculins. Et moi et Christine, on va être là, on va participer, on va présenter. Merci. Merci beaucoup, Madame Mary. Merci également à vous, Madame Gervais, pour cette présentation-là qui a été, pour ma part, extrêmement enrichissante sur le plan de mieux comprendre l'expérience de ces familles-là, puis vous avez fait ressortir plusieurs facteurs auxquels peut-être on pense pas nécessairement, ne serait-ce que cette période-là d'incertitude à laquelle les gens sont confrontés lors de leur arrivée au pays, en attendant que leur statut fasse l'objet d'un examen par l'immigration, les différents soucis de santé sur le plan de la construction de l'identité également, ou les changements au niveau identitaire, les traumatismes que ces gens-là ont pu vivre, l'isolement social qui peut aussi s'installer, le contexte de pauvreté, puis également tout ce que vous avez nommé en termes de symptômes anxieux, dépressifs, de stress, peut-être même des fois de stress post-traumatique. Votre présentation, je pense qu'elle suscite également beaucoup de réactions et de réflexions, puis on commence à voir les questions rentrer dans le chat. On a d'ailleurs des premières questions de la part de Madame Gélina qui vous demande en fait, plutôt vous nous parliez des demandes qui sont acceptées pour les demandeurs d'asile, puis elle nous demandait en fait quel est le pourcentage de demandes, je pense peut-être que vous l'avez mentionné, mais quel est le pourcentage de demandes qui est accepté pour les demandeurs d'asile au Canada présentement? C'est environ 50%. Mais c'est un chiffre qui date de 2 ans, je vous dirais. Donc là, je ne sais pas si ça l'a changé. Si ça l'a changé, j'ai tendance à dire que c'est peut-être plus à la baisse. Là, je sais qu'on essaie de restreindre la régularisation des immigrants qui présentement n'ont pas un statut permanent au Canada. Mais les derniers chiffres disponibles, c'était environ 50%. Donc environ une personne sur deux que ça serait accepté. Une autre question qui nous vient de Madame Catherine Tremblay qui vous dit en fait d'abord merci pour cette présentation qu'elle a trouvée extrêmement intéressante. Puis elle vous pose une question en lien avec les résultats préliminaires de l'étude qui portait sur le transnationalisme et que vous avez présenté sur le bien-être des personnes, le bien-être des familles migrantes, excusez-moi. Vous demandez en fait comment est-ce que les données qui ont été présentées, ces résultats-là préliminaires, se comparent à la population non migrante. Oui. Je dois être honnête, je ne sais pas exactement. J'ai essayé rapidement de trouver des données comparables pour la population en général et j'ai pas pu trouver ces données parce qu'on a utilisé un questionnaire qui portait sur le stress parental, qui avait plusieurs items. Donc, ce que j'ai présenté, c'est vraiment quelques items qui portaient sur le stress parental, mais donc, je ne sais pas exactement, puis malheureusement, c'est une étude qui portait sur le bien-être des personnes migrantes, donc on n'avait pas une population de comparaison, mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie pour savoir si c'est vraiment des stress comparables à la population générale ou non. Mais c'était juste pour démontrer quand même que ces parents vivent quand même un stress important. Parfait, merci beaucoup. Donc, on entend cette idée-là que peut-être la comparaison pourrait être faite dans un deuxième temps avec une population non migrante.
On a une autre question de Mme Gélina d'abord qui vous remercie aussi pour l'excellence de votre présentation, qui se demande en fait comment expliquer que les indicateurs de santé puissent être meilleurs chez les immigrants que chez les non-immigrants. Et est-ce que la situation est similaire chez les demandeurs d'asile? Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études qui ont documenté le paradoxe de l'immigration spécifiquement chez les demandeurs d'asile, parce qu'habituellement, c'est des études populationnelles avec des très gros échantillons euh, où on va juste voir est-ce qu'ils sont immigrants ou non immigrants, ou immigrants première, deuxième génération et non immigrants. Donc, ça, je ne le sais pas. Je ne pense pas que ça a été documenté. Par contre, je serais surprise d'avoir les mêmes indicateurs, étant donné que les conditions de voyage sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus longues aussi, là. Les demandeurs d'asile qui arrivent présentement ont, pour la majorité, quitté leur pays depuis plus de 2 ans, plusieurs depuis 3 ans, qui sont en transit pour arriver jusqu'ici. Donc, je serais très surprise que les enfants aient des indicateurs développementaux meilleurs, ouais, que ceux des enfants canadiens, mais sous toute réserve. Je n'ai pas de statistiques ou de chiffres à cet effet. Merci beaucoup. Donc, on s'attend à ce que peut-être les résultats puissent être différents, mais présentement, ça n'a pas été objectivé sur le plan de la recherche. Est-ce que je peux juste rajouter une chose? Je pense aussi que même les demandeurs d'asile, même s'il n'y a pas une sélection officielle des demandeurs d'asile, il y a quand même une certaine sélection qui arrive quand même parce que généralement, c'est les personnes qui ont les moyens ou qui sont plus en santé qui réussissent à venir dans notre pays. Donc, je pense que et ça va dépendre de les données. Si on regarde la santé mentale, souvent la santé mentale, des indicateurs, ils vont arriver quand même avec des problématiques au niveau de la santé mentale, mais je pense au niveau de la santé physique, probablement on voit le même type de tendance au niveau d'avoir cette paradoxe à cause qu'il y a une certaine sélection. Et une autre question qu'on a, c'est, vous parliez tantôt qu'il y avait peut-être une barrière de langue aussi qui peut s'installer des fois entre ces personnes-là et entre les professionnels de la santé. On a une question qui porte sur l'accès aux interprètes. Donc, présentement, quel est un peu l'état des fois, certains milieux ont des banques d'interprètes. Est-ce que vous avez un peu des données là-dessus par rapport à l'accessibilité à des interprètes dans notre système de santé? Je pense que ça reste toujours un enjeu. J'ai fait une présentation auprès de mes étudiants dernièrement qui sont dans des milieux de stage, puis ils disent, écoute, on n'a pas accès à des interprètes, ça reste toujours une réalité. Je pense qu'il y a des difficultés d'accès. Mais ce que je réponds, c'est que je pense que la communication, c'est la base de nos soins. Il faut trouver quand même, je pense que c'est là où il faut peut-être faire plus d'advocacy, puis je comprends qu'en ce moment, tout le monde est un peu surchargé dans les milieux. Donc, faire du advocacy au-delà de ce qu'on fait déjà dans nos soins, c'est peut-être beaucoup. Mais de plus en plus, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Même avec nos téléphones, on est capable de faire la traduction directe. Il y a beaucoup d'outils qui ont déjà été traduits, qui sont disponibles en ligne pour des choses de base en lien avec la santé. Donc, je pense qu'il y a différents moyens de réussir à faire la communication, même quand des barrières linguistiques existent et qu'on n'a pas d'accès à des interprètes. Merci beaucoup, Madame Mary. Donc, peut-être même si on n'a pas d'interprète, d'essayer de voir quel autre moyen on peut avoir pour favoriser la communication avec ces gens-là dans les milieux où peut-être cette ressource-là n'est pas disponible. Merci encore infiniment à vous deux, Madame Mary. Merci, Madame Gervais, pour votre présentation aujourd'hui. Merci également à toutes les réponses que vous avez offertes aux questions de nos participants. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Pour notre part, on réinvite les participants au webinaire d'aujourd'hui à notre prochaine activité qui va avoir lieu mardi le 2 avril 2024 de midi à 13h. On en fait un nouveau webinaire intitulé « Évaluation de l'engagement des patients et de leurs proches en contexte clinique et perception de leur rôle dans la sécurité des soins ». C'est un webinaire qui, cette fois-là, va être animé par Mme Nathalie Clavel, qui est professeure adjointe en gestion des services de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est dans une semaine exactement, donc vous pouvez vous inscrire à ce webinaire gratuitement par notre site internet au www.risic.com. L'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui va également être déposé sur notre site internet dans les prochains jours pour un révisionnement à votre guise, en fait. Donc, merci encore à vous, Mme Mary, Mme Gervais, d'avoir été avec nous aujourd'hui, mais merci également à Mme Gélina pour sa présence. Et nous nous retrouverons dans une semaine exactement pour notre prochaine activité. Merci beaucoup. Merci à vous et merci tout le monde. Merci, au plaisir.